Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 7 décembre 2023. On se fera un petit point sur BTC, ETH, BTC qui range et qui a identifié de beaux niveaux. On va revenir dessus. Ethereum, on refera un petit point dessus rapidement. Et vous avez choisi en commentaire EGLD pour l'analyse d'aujourd'hui. Donc EGLD a gagné contre TIA. Du coup, je remets TIA en jeu et cette fois-ci, c'est contre Cardano. Ça fait quelques temps que je ne l'ai pas analysé. Et je trouve que c'est une des alts qui s'en sort le mieux depuis quelques jours. Il commence à se passer des choses. Du coup, si ça vous intéresse, on fera l'analyse de Cardano. Je suis malade, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à parler. Donc voilà, soit TIA, soit Cardano. Vous choisissez en commentaire. Donc vous mettez soit ADA ou TIA ou Cardano. Je trouverai les mots, vous inquiétez pas, pour voir qui est le gagnant. Pour y faire l'analyse de demain. D'ailleurs, samedi, nouveau versus. Je vais le tourner aujourd'hui. Je ne sais même pas encore quels sont les assets pour vous dire. Donc... en commentaire, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire un versus que vous aimeriez voir, parce que je vais le tourner dans la journée, donc j'aurai le temps de voir quelques commentaires très probablement. Voilà. Alors du coup, le BTC qui est toujours, vous vous rappelez, dans la zone qu'on a vue en daily, donc c'est cette grosse zone identifiée qui correspond tout simplement au précédent sommet, donc là où les shorters pouvaient mettre leur stop loss, donc au-dessus de ces sommets. Bien sûr, je ne parle pas de ceux qui ont shorté en 2022, mais ceux qui sont en train de shorter actuellement, et qui regardent sur leur gauche pour voir où est-ce qu'ils peuvent mettre leur stop loss. Bon directement, quand tu regardes à ta gauche et que tu vois où tu peux mettre ton stop, c'est dans cette zone, hein, donc c'est là où le marché est venu justement chercher les stops, mais ça correspond aussi à une zone d'imbalance. Donc pour faire simple, une imbalance c'est quoi? C'est une zone de prix dans laquelle on a eu un déséquilibre entre l'offre et la demande, et donc là en l'occurrence ça a été l'offre qui a explosé la demande, donc tout simplement les vendeurs ont explosé les acheteurs et c'est une zone dans laquelle on est parvenu. On est parti comme ça tout de suite en ligne droite, enfin pas directement forcément en ligne droite, mais on n'est pas venu revisiter cette zone. Et donc ça, le marché le garde en mémoire et ça fait une zone de résistance, ok? Et c'est aussi une zone qui agit un petit peu comme un aimant. Le marché très souvent il revient. Ça peut mettre 1 an, 2 ans. Donc là en l'occurrence, vous voyez la zone, hein, c'était en avril 2022. On y revient en décembre 2023. En fait, il faut se dire que quand vous avez un rallye haussier et que votre marché casse imbalance sur imbalance, c'est qu'il a un momentum qui est très fort. Après aussi, il faut regarder le comportement du prix. On voit que là, on a un momentum qui est très fort. On a un peu un mouvement parabolique qui se met en place. Un mouvement parabolique, c'est un mouvement dans lequel le momentum devient de plus en plus fort. La pente est de plus en plus aiguë comme ceci. Et en fait, tout simplement, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le blow off top. Si ça se termine bien, dans une parabole classique, il est très rare d'avoir un mouvement parabolique qui se termine tranquillement en range. Très souvent, c'est une énorme accélération jusqu'à ce qu'on ait le gros sell-off et c'est à ce moment-là où on a très généralement le signal de top ou le début d'un signal que la smart money prend massivement des profits et qu'on a de grosses whales qui ont vendu énormément ce marché. Bien évidemment, quand le momentum est super fort comme ça, c'est pas vous et moi, même si par exemple on a un capital de 50 000 $, je vais dire un truc comme ça, c'est pas quelqu'un qui a 50 000 $ qui va faire un retournement ici. C'est vraiment des gens qui ont des centaines de millions de dollars à vendre, voire même des milliards qui peuvent mettre fin à un mouvement comme ça. Et donc, on aura l'information que ce mouvement est terminé quand ce gros sell-off va arriver. Et pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Et généralement, ce qui se passe sur le sell-off, donc on a une grosse accélération, on a le gros sell-off comme ça. Là, le marché est très secoué. On a les order books qui sont un petit peu en PLS. On a un problème de liquidité à ce moment-là. Donc, il y a des grosses différences de prix entre les exchanges. Et c'est très volatile. Et en fait, ce qui se passe très généralement, c'est que le marché laisse des imbalances comme ça. Et en fait, on a un rebond qui vient chercher ces imbalances. Et une fois qu'on les retrace, très généralement, voilà, le marché top. Et ensuite, on a le retournement du trend. Et après, on s'attaquera aux imbalances qu'on a laissé traîner au sud. Potentiellement, il y en a plein à voir jusqu'où le marché s'arrêtera. Par exemple, là on travaille on a travaillé plein des imbalances. Hein. Il y en avait une petite ici qu'on avait laissé traîner. Il y avait surtout ces grosses zones d'imbalance ici qui ont été comblées depuis très longtemps. Il y avait une zone d'imbalance ici à 37 000. Vous voyez qu'on a travaillé également. Là, ici, vous voyez, le prix a consolidé dans cette zone avant de la casser et de poursuivre à la prochaine imbalance. Donc si on casse celle-ci, elle est où notre prochaine zone d'imbalance? Elle est tout simplement ici. Ok. Hop, je vais l'identifier. Je prends mon aimant. Hop, dernière mèche ici, tac, j'étends tout ça.
Hop. Et on identifie l'imbalance qui est d'ailleurs juste au-dessus du sommet de 2022. Donc c'est simple. Là, si on casse cette zone, ici, les mecs qui vont continuer de shorter vont foutre leur stop où? S'ils regardent à leur gauche, ah, bah ici. Oups, les mains qui m'empêchent, mais ils vont mettre leur stop là, au-dessus des 48 200, qui est le plus haut de l'année 2022. Donc en fait, il y a plein de stop loss qui vont s'accumuler ou dans cette imbalance au-dessus de ce sommet et ce sommet ici. Donc ce sera la prochaine zone à venir chercher. Donc attendez-vous à ce que si on casse 45 200 et on prend le corps de chandelle ici et la mèche, allez, on va dire 45 500. En fait, si on arrive à s'affranchir de cette zone, je pense que très rapidement, ça va aller rejoindre en fait la prochaine zone d'imbalance et la prochaine zone de stop importante au-dessus des 48 200, donc entre 48 600 et 50 400. Également, n'oubliez pas, on a le retracement de 61,8. Vous vous rappelez, mais quand votre marché casse 38,2, chose qui a été faite, on a bien cassé 38,2 ici, le marché l'a complètement explosé. La target, donc l'objectif, c'est de venir chercher au moins 61,8 qui correspond donc à 48 600. Cette zone d'imbalance ici, tous les stops qui sont accumulés au-dessus du yearly high de 2022, donc le plus haut niveau de l'année 2022 qui a été tradé, c'est le prix le plus haut qui a été tradé en 2022, tout simplement. Donc ça sera un niveau à venir déclencher et on a cette zone d'imbalance. Ensuite, si cette zone d'imbalance ne tient pas, on a la prochaine au-dessus des sommets à 52 200 $ et on aura une nouvelle zone entre 53 000 et 55 000. Franchement, c'est des zones qu'on peut venir chercher sans problème. Le momentum est très fort si on part vraiment dans une phase de blow-off top. Je pense qu'on va y venir, on est très parabolique ici, on est à un mois de l'halving. L'halving, il est dans un mois. Pardon, l'halving, le TF spot est dans un mois. Il y a de grandes chances qu'il soit approuvé, qu'on ait beaucoup d'euphorie autour. Donc dites-vous qu'en 4 semaines, on peut encore avoir pas mal de momentum et c'est vraiment des zones qu'on peut venir chercher. Avant ça, va falloir s'affranchir de cette première zone ici qui nous pose un petit peu problème. Bon, ça fait 2 jours qu'on consolide, c'est pas la mort et je vois même pas encore de signal de retournement ici. Un signal de retournement, ce serait quoi? Ce serait tout simplement... Là, on a une bougie vectorielle très impulsive, donc on a beaucoup de volume depuis... Bon, là, ça s'est calmé un petit peu, mais on va dire... Le 5 décembre, le 4 décembre, on avait une reprise de volume. C'est pour ça que j'ai des bougies bleues ici. Bougies vectorielles, pour ceux qui se demandent comment avoir l'indicateur des bougies vectorielles, on me le demande beaucoup. Je vous ai mis en commentaire épinglé de cette vidéo un lien de tous les indicateurs, enfin, un site web qui vous donnera accès à tous les indicateurs que j'utilise. Ok, donc vous cliquez sur les indicateurs que j'utilise en commentaire épinglé de cette vidéo. Il y a un petit lien, vous cliquez dessus et vous pourrez avoir un essai sur tous les indicateurs que j'ai. Donc les imbalances, les bougies vectorielles, et il y a plein d'autres indicateurs que vous pouvez retrouver sur ce lien. Parce qu'on me demande souvent, du coup, il y a un lien qui a été centralisé pour que ce soit plus facile pour vous et que ce soit accessible pour tout le monde. Et du coup, ce que je disais, oui, un signal de retournement, ce serait par exemple ne pas casser le plus haut des 44 500, donc de cette bougie, et venir casser le plus bas. Ok, ça nous donnerait un premier signal baissier ici avec un petit triangle, et surtout si on casse une bougie vecto comme ça, si on avale une bougie vecto, là il y aurait plein d'acheteurs bloqués, et là ça pourrait déclencher un retracement. Tant qu'on ne fait pas ça, pour moi, let's go, allons casser cette imbalance et on se donne rendez-vous au-dessus des 48 200. Maintenant qu'on regarde un petit peu au niveau du court terme, juste ici, hop, je vais supprimer ça. On voit qu'il y a une zone de stop qui est en train de se créer au sud et au nord, donc c'est un range, ok. On a tous les stops qui s'accumulent au sud, on a tous les stops qui s'accumulent au nord. Donc tous les gars qui sont en train de shorter court terme sont en train de foutre leur stop loss juste ici. Donc c'est une zone que le marché va venir récupérer. Et également ceux qui sont en train d'acheter, si on veut un tout petit nettoyage, on va venir récupérer les stop loss accumulés sous ce creux. Ça on l'a vu hier, on avait vu ça en 15 minutes, mais là maintenant c'est plus propre en 1 heure. Parce qu'on a les stops, on a la petite zone d'imbalance d'une bougie vecto, donc ça c'est une grosse zone de support. Hein. Si on vient récupérer les stops, il y a de grandes chances qu'on s'arrête ici, qu'on fasse en fait une mèche, que le marché réintègre vite et qu'on continue. Ok, ça on le voit sur tout ce rallye, on a identifié toutes les zones à la perfection, les stops ici, bam, déclenché, les stops ici, déclenché, on continue. Donc pour moi, ce serait la zone ici pour poursuivre le rallye. La question c'est est-ce qu'on va d'abord chercher les vendeurs ou d'abord les acheteurs? Idéalement, c'est d'abord de chercher les acheteurs pour avoir une continuation haussière. Parce qu'en fait, si on cherche d'abord les stops des vendeurs et qu'on réintègre, là à ce moment-là, il y a un risque, déjà, oui, il y a un risque de venir ici, mais surtout, il y a un risque peut-être d'avoir un mouvement correctif plus important parce qu'on aurait déjà chassé les vendeurs, on aura peut-être un retracement à ce moment-là. Ça reste à voir. Donc dans l'idéal, il faut d'abord chasser les acheteurs ici plutôt que les vendeurs. Après, le marché fait bien ce qu'il veut. On peut très bien juste hop, emmerder les vendeurs, aller chercher les acheteurs et hop, continuer le rallye. Ce serait tout à fait possible. En tout cas, pour un acheteur, c'est une zone hyper intéressante. Et pour quelqu'un qui veut shorter ce marché et gratter rapidement 2 pour 1, 3 pour 1, il y a un setup qui fonctionne très bien. C'est juste, on chasse, on réintègre. Au moment où ça réintègre,
faut juste être devant son écran, shorter la réintégration, foutre son stop au niveau du plus haut et très vite on peut targeter juste 2 pour 1. Ça marche très bien. 2 pour 5 ou le dernier creux ou cette zone si on est gourmand ou plusieurs TP. Par exemple un TP à 2 pour 1 donc ça serait quelque part par là. Ici et le dernier TP qui serait ici par exemple. Pareil pour le long c'est exactement la même chose. Une fois qu'on chasse et qu'on réintègre, donc imaginons là il y a une mèche, hop on réintègre ici, tac, on fout son stop au niveau du plus bas et après soit on fait juste un 2 pour 1, soit nouveau sommet, soit carrément continuation haussière et comment dirais-je, on manage son trade en fait en fonction de ce que fait le prix. On sécurise, TP, stop loss break-even, comme ça on dort tranquille la nuit et puis on laisse le trade tourner. Vu que le marché est haussier, il y a un avantage en termes de probabilité d'avoir une continuation haussière, hein, donc de faire plus de gains, tout simplement. En gros, par exemple comme ici, où on déclenche les stops, on est dans l'imbalance ici. Bon là c'est des stops en 15 minutes, hein. Je vous remontre ça. On l'avait identifié cette zone. Hop, on chasse les stop loss, on réintègre. Au moment qu'on réintègre, on peut rentrer, on fout le stop au niveau du plus bas ici. Hop, et derrière, objectif, soit 2 pour 1, soit les stops au-dessus du plus haut ici qui ont été capturés, vous voyez. Ça offre de gros risk reward et ça fonctionne très bien. Même exercice ici, lui on l'avait vu en direct, on avait vu chasse au stop, réintégration, on attend que ça réintègre. Hop, comme ça on peut long, stop loss au niveau du plus bas et exactement au niveau du plus bas, hein, on peut foutre le stop plus bas, mais il y a des chances de se faire, plus haut, mais il y a des chances de se faire chasser. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une invalidation au plus bas ou légèrement dessous. Et derrière, pareil, on peut capturer vite 2 pour 1, 3 pour 1, les stop loss ici. Donc en l'occurrence, on avait vu ces stops là. Donc là, ça offrait 3,91. Après, on peut aussi prendre les stops au-dessus du plus haut. Et là, vous voyez, ça a été capturé avant de réintégrer. Donc ça offre de très bons risk-reward. Et ces zones sont souvent des zones de continuation haussière. Donc là, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour l'instant, il n'y a aucun creux qui vient casser le sommet d'ici. Donc là, il n'y a aucun creux qui devient important. C'est pour ça que quand on casse ici, là, ce range, il n'y a rien de baissier en fait. Il n'y a rien de baissier parce que ces creux, c'est ce qu'on appelle des creux intermédiaires. Ce sont des creux qui servent à rien à part créer justement des stop loss et des liquidations pour que de gros poissons puissent y venir récupérer le volume. Par exemple, si je vous montre un petit peu la heatmap ici, on voit que sous ces stops, je vais passer en 1 heure. Il y a probablement beaucoup de buy limit qui attendent déjà pour venir absorber tout ça. Ici. Hop. Tac. Donc là, la zone de stop, elle est là. L'imbalance, elle est ici. Et là, vous voyez, il y a déjà tous ces buy limit qui attendent hein, dans l'imbalance, qui attendent de se faire fill. Tout comme là, il y a ceux qui veulent distribuer hop, en sell limit au niveau du sommet et au-dessus des stop loss qui sont accumulés ici. Donc c'est pour ça que ce sont de bonnes zones pour agir et capturer un trade rapide. Pour un short, un trade rapide parce que c'est contre-tendance. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire oui, je vais choper le top ici, c'est bon, on va se retourner, on va à 20 000. Non, bien évidemment. Mais un long, on peut le garder plus longtemps parce que ce serait vraiment une bonne zone ici. Et surtout, si on casse le sommet, ça va créer un creux important qu'on ne reviendra probablement pas chercher tout de suite. Donc en fait, vraiment, ça fait une bonne position. Ça vous fait un bon point d'entrée pour poursuivre sur le rallye haussier jusqu'à ce que ce trend se termine. Après, comme j'ai dit, on est dans une parabole, donc généralement, ça se termine en blow off top. Il y a peu de chances que ça puisse se terminer en range. J'ai fini pour BTC, pas plus de choses à dire. On va sur Ethereum. Donc là, c'est un peu plus axé trading. Alors sur Ether, on prend... Même exercice que je viens de vous faire là. On prend la dernière zone qui a été chassée, ok, très bien, et on est venu casser le sommet ici, ok. Donc c'est ce qui en fait un creux important. Ce creux, on n'est pas censé venir le chasser. On peut, mais on n'est pas censé le breaker. On peut faire une mèche, voilà, juste pour emmerder, mais on n'est vraiment pas censé s'installer sous ce niveau. Si on s'installe sous ce niveau, là, ça peut totalement remettre en cause la dynamique qu'on a ici en horaire et ça pourrait faire vraiment quelque chose de plus baissier comme ceci. Ok, donc c'est une zone assez importante là sur ETH. Et on voit ce qui est intéressant, c'est que le prix est venu chercher la première zone de stop, on a eu un beau rebond. Malheureusement, ça suffit pas pour redéclencher quelque chose d'haussier. Donc là, on est en train de créer pas mal de stop loss au-dessus des sommets, bien évidemment. Hop, donc ça c'est une zone qu'on ira chasser parce qu'on est haussier, donc on vise les sommets ascendants, tout simplement. Et moi perso, je vise au moins les 2400 pour Ethereum très bientôt, donc je pense qu'on viendra chasser ces sommets. Mais ce qui est intéressant, c'est de localiser le dernier creux qui est venu casser du sommet, donc c'est lui, ok. Et tout simplement, très généralement, dans une tendance haussière, le marché vient retracer en zone de rechargement et après peut poursuivre. Donc là, c'est ce qu'on est venu faire sur ETH, on est venu dans la zone de rechargement, petite mèche, hop, très vite rebond. La question c'est est-ce que ça va suffire? Là actuellement,
depuis le top du 5 décembre, donc depuis le top d'il y a 2 jours, le marché est dans une optique de faire des sommets et des creux descendants. Donc pour l'instant, il n'y a toujours pas un nouveau signal haussier sur ce mouvement baissier. Ce qui serait un signal haussier, c'est par exemple une structure en W bottom. Comme ça, on ferait creux, sommet ascendant et sommet ascendant à nouveau. Donc creux descendant, sommet descendant, creux ascendant, sommet ascendant. Donc là, il y a un changement dans le comportement du prix. Le prix ne fait plus tac, 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 mais fait tac, 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 hop, hop et hop. Ok. Là, il y a la rupture de ce mouvement baissier. Ou autre possibilité, c'est tout simplement de faire par exemple ici, hop, casser un des derniers sommets, donc ça, ok, et par la suite, là, très généralement, trouver du creux ascendant et hop, inverser le mouvement, ok. Donc vigilance sur ETH qui est un peu plus faible. Bon, on en avait parlé, ETH BTC, j'en ai déjà parlé pendant la vidéo d'hier, mais je rappelle rapidement, ETH pour moi restera faible contre Bitcoin tant qu'il n'aura pas récupéré le plus bas de l'année 2022. Donc là, c'est en train de se confirmer, on est toujours très faible face au Bitcoin. Bitcoin consolide, Ether consolide un peu plus, donc Ether a un peu plus de mal. Et je pense qu'on faudra venir dans ces imbalances ici, et après le narratif ETF sur ETH pourra se mettre en place. Ce qui serait pas très bon. Ce qui serait mieux pour le marché crypto, c'est d'abord avoir l'acceptation de l'ETF Bitcoin au mois de janvier, et genre entre mars et mai, l'acceptation d'Ethereum. Comme ça, on a encore un narratif derrière qui peut booster Ethereum. Par contre, si les deux ETF sont acceptés dans le même intervalle de temps, donc imaginons Bitcoin, l'ETF, il a accepté début janvier et Ethereum, il a accepté en février, par exemple, bah, le narratif, il ne durera pas très longtemps sur Ether, et donc c'est un peu dommage. Ok, donc il faut vraiment que les ETF, s'ils sont acceptés, pour Bitcoin, ce soit en janvier, et pour Ether, ce soit peut-être en mars, avril, mai, loin après, comme ça, on a un nouveau narratif qui se met en place sur Ethereum, et ça aussi, ça pourrait booster les altcoins. Alors je reviens ici. Et donc pour moi, d'un point de vue lecture de la dynamique du prix, voilà, faut pas venir casser ce creux au niveau des 2180 $. Et il faut, comment dirais-je, il faut ici absolument tenter de se retourner depuis la zone de rechargement. Enfin, au-dessus de ce creux, il est tout à fait possible de faire ça. Ok, de clôturer sous ce creux ici, et après d'aller casser ce sommet. Au moment où on fait ça, on a un signal de reverse, et donc le creux ascendant sera un excellent signal, par exemple. Ici, je vous montre un petit peu le schéma, mais là, si on top ici, tac, qu'on vient de faire un nouveau plus bas à nouveau pour récupérer les stops, sans casser ce creux, hop, là, on casse ce creux, donc continuation de la structure baissière ici, et là, hop, on casse le sommet, à ce moment-là, breakout, et donc là, ça ouvre les portes à avoir soit un creux ascendant au niveau du dernier sommet ici, pour faire ça, soit tout simplement zone de rechargement, et donc là c'est l'opportunité pour trouver le long ici, parce que là il y a de grandes chances que le marché puisse derrière se retourner et aller bouffer les stops des vendeurs, tout simplement. Encore mieux si on crée, si on n'arrive pas à casser cette zone, comme ça on crée plein de stops qu'on ira chercher par la suite. Ok, voici le schéma un petit peu que j'aimerais voir sur ETH ici, mais je veux surtout pas voir la cassure de ce niveau. Je peux voir une chasse au stop, ça serait pas un problème, mais je veux pas voir de cassure ici. Ça pourrait remettre en cause la dynamique du prix ici. Pas plus de choses à dire, à moins qu'on rentre dans un gros range, donc ça on verra par la suite, mais par exemple, voilà, un truc comme ça, bien chiant, un bon range ici entre ces deux bornes, ce serait pas impossible, et du coup à ce moment-là, je pense qu'on viendra récupérer au moins les stops sous 2147. Mais bon, là le prix n'est pas encore assez développé pour pouvoir spéculer là-dessus. Quoi qu'il en soit, on regarde le prix en daily, en weekly, c'est haussier. En weekly, la structure qu'on fait, elle est magnifique, W dans W dans W. Tant qu'on ne réintègre pas, bien évidemment, ça je l'ai déjà précisé. Réintégrer, ce serait vraiment pas bon signe. Hein. Ça pourrait être vu comme une distribution, et après on pourrait aller s'attaquer au creux, donc au moins sous les 1900 $, voire même sous les 1750, voire même sous les 1500 $. Donc ça serait vraiment à ne surtout pas faire. Et en daily, ici, tout va bien. Pour l'instant, vraiment tout va bien, je ne vois aucun signal baissier, je ne vois aucune pattern de retournement baissière, je ne vois aucune bougie daily qui se fait avaler pour le moment. Bon, la journée est longue, hein. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 6 h du matin hors de France, donc c'est vrai que c'est encore tôt. Dans la journée, il peut se passer plein de choses au niveau du daily, mais honnêtement, non, graphiquement, pour l'instant, c'est toujours très très bien. On est dans une grosse zone d'imbalance, c'est normal d'avoir de la résistance, et surtout ETH n'a pas fini pour moi son mouvement correctif contre Bitcoin, hein, bien évidemment. Donc ça va lui rendre les choses un peu plus compliquées, si je puis dire, pour pouvoir pumper fortement. Hein. Tout comme là, on peut déjà trouver, pour moi, le creux ici est déjà bien.
Donc si on casse les sommets, let's go, allons chercher du nouveau plus haut. Hein, c'est très bien d'avoir trouvé un creux ici dans la zone de rechargement. Pour le moment, c'est la zone idéale pour le faire. Et pour finir, EGLD. Alors, EGLD qui, pour moi, on ne peut pas encore confirmer qu'on est déjà dans un bull market. Ok. Rappelez-vous, j'en parle dans la formation gratuite. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez récupérer d'ailleurs une formation gratuite et un accès au VIP. Donc ça, c'est le premier lien dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement pour trader à mes côtés. Et en fait, immédiatement, vous allez récupérer la formation dans votre boîte mail. Et dans cette formation, je vous apprends la cyclicité du marché crypto et en tirer au mieux profit. Et en fait, je vous apprends qu'il y a 3 types de cycles. Il y a les cycles de hausse, les cycles de baisse, les cycles de transition. Ok. Et le meilleur moment pour investir, c'est dans le cycle de transition, c'est pas dans le cycle de baisse. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est quand le marché baisse qu'il faut investir. Non, parce que je ne sais pas jusqu'où le marché va baisser. Quand il est en transition, très généralement, il est très proche de son bottom, donc les prix ne seront pas bien plus bas. Donc là, en fait, vous achetez vraiment proche des bottoms et ça vous laisse le temps d'accumuler. Et donc là, on voit que EGLD, qui a pas un historique énorme, avait fait cette phase de transition plate, cycle de hausse, cycle de baisse. Donc là, tous ceux qui ont DCA se sont fait allumer. Et ça aussi dans la formation, je l'explique, le meilleur moment pour faire du DCA, bon déjà sur les alts, il faut éviter, parce que vous n'êtes pas à l'abri que l'altcoin, elle meurt, bien évidemment. DCA, c'est safe sur Bitcoin et Ethereum, mais quitte à le faire, autant le faire pendant le cycle de transition, ça c'est quand la volatilité, elle se réduit. Et c'est le meilleur moment pour faire son DCA. Parce qu'en fait, on ne fait pas du DCA, on achète à 300, on achète à 240, on achète à 180, on achète à 100 par exemple, et puis on se retrouve avec un prix d'achat à 130 et le projet il est descendu jusqu'à 22 $. Alors que là, si j'attends que la volatilité elle se réduit, il y a un indicateur d'ailleurs hein, qu'on appelle le Volatility Index qui permet vraiment de faciliter. Après, comme je dis, c'est un indicateur, on peut le voir avec nos yeux que la volatilité se réduit, mais si vous avez du mal, voilà, quand on est dans le vert, on estime que la volatilité est très faible ici, donc ça c'est un indicateur qui avait été développé par un élève de l'école. Et ça peut vraiment vous aider à faire votre DCA. Par exemple, là, on peut commencer son DCA à partir de septembre 2022. On le commence à 55 $, on peut en faire à 40, on peut en faire à 30, on peut en faire à 20. Et on a un prix moyen d'achat, par exemple, à 40 $. Donc là, on est déjà au-dessus du prix moyen d'achat. Mais si je fais du DCA quand la volatilité est super élevée, ben, je me retrouve peut-être avec un prix moyen à 150, 200 $, ce qui est bien trop. Et je vais rester ce qu'on appelle underwater, donc la tête sous l'eau sur mon investissement, très longtemps. Donc ça, il faut faire attention. Ok. Maintenant, on est dans cette phase de transition, donc il y a de grandes chances que notre phase de sommet, elle soit là. Ok. Donc le haut du range du cycle de transition et que le bas soit ici. Ok. En grosso modo, ça va être ces bornes-là, donc depuis qu'on est dans une faible volatilité. Ce qui risque de se passer sur EGLD, depuis qu'on a cassé le dernier sommet descendant, donc là on avait le dernier sommet descendant ici qui a été breaké, déjà là on augmente les probabilités d'enfin avoir trouvé un bottom sur EGLD. En plus de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu justement qu'on était dans une énorme zone d'imbalance mensuelle, ici, là vous vous rappelez, cette grosse zone d'imbalance ici, tac, ici. Donc c'est une excellente zone pour investir et on en a une également ici que le marché a commencé à venir chercher. Donc en gros, entre 53 $ et 10 $, franchement, très bon investissement sur EGLD d'un point de vue localisation pour du long terme. Après, est-ce que ça va survivre? J'en sais rien. Est-ce que le projet va survivre? Je ne sais pas, mais en tout cas, très bien. Et là, moi, ça me saute aux yeux graphiquement. Depuis qu'on a cassé le sommet, EGLD nous donne l'information qu'il a envie d'aller récupérer des sommets. Ok, donc c'est-à-dire en fait d'aller récupérer des stops. Alors EGLD, oui, il y a du contrat perp, donc il y a des gens qui l'ont shorté ici, et donc il y a de grandes chances que le marché aille s'attaquer au sommet. Alors, depuis qu'on a cassé le dernier sommet d'ici, vous voyez qu'on l'a pullback parfaitement, donc ça c'est super le fait qu'on soit venu faire ça, franchement c'est très bien. On est venu breaker le sommet, on l'a pullback parfait, pour moi il y a tout pour faire de la continuation haussière. Prochain objectif c'est où? C'est la zone de stop maintenant au-dessus. Et là, voyez, on consolide sous ces zones de stop. Hein. Il y a plein de vendeurs qui sont en train de foutre leur stop ici. On va venir les défoncer probablement à 54 $. Ensuite, prochaine zone de stop, elle est là. aller au-dessus des 63 $. Ça paraît, pour moi, ça sera un objectif. Et surtout, pour moi, l'objectif que EGLD va probablement venir récupérer, c'est les 70 $ ici. Donc, les stops au-dessus des 69 $. Donc, pumpé à 70 $. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on vienne bouffer ces stop-loss-là. Et une fois que ça s'est fait, je pense que le mouvement sera fini dans un premier temps parce que ça m'étonnerait qu'on passe dans un bull market comme ça en faisant un V-bottom. Ça m'étonnerait beaucoup. Pour être honnête avec vous, je pense que 2024 sera plutôt une année de transition pour EGLD. Et en fait, ça confirmera bien le bottom, le top qui va être retrouvé et donc ensuite le range pour la phase de transition. Et quand on aura le breakout à ce moment-là,
là, à ce moment-là, ok, on parle de bull market et on aura un EGLD qui reperforme. Soit les cycles sont différents des précédents et donc à ce moment-là, on commence le bull market et on le termine autour de l'halving du BTC. Donc ce serait grosso modo entre avril et juin 2024. Donc ce serait une première qu'on fasse un ATH sur Bitcoin aussi vite et un ATH sur les altcoins aussi vite. En tout cas, un cycle haussier sur les alt serait la première fois que ça irait aussi vite. Ça pourrait s'expliquer par l'ETF, etc. Sinon, si on répète l'histoire, généralement le bull market, c'est l'hiver après l'halving. C'est-à-dire que par exemple, en 2020, l'halving du Bitcoin, il était en mai 2020, ben on a fait le bull market en hiver 2021 et on a topé au printemps 2021. Ben là, ça veut dire que l'halving il sera en avril 2024, donc le bull market, ça serait hiver 2025 avec un top au printemps 2025 si la cyclicité se répète. Donc c'est ce qui expliquerait justement que 2024 soit une année de transition encore et que le bull market puisse commencer en hiver 2025. Donc voilà, si je généralement, c'est plutôt autour d'octobre, donc ce serait de octobre 2024 où ça commencerait vraiment à accélérer et la fenêtre de top, ce serait juin 2025, voire mai. Rappelez-vous, sell in May and go away. Et généralement, les cryptos, c'est fin juin, avant le départ des institutions en vacances. Bien sûr, il y a encore des algos sur les marchés, mais c'est un peu cette phase où généralement ça top. Si vous regardez EGLD, on a une première phase de top ici, avril 2021. Après, il fait partie de ces assets qui ont réussi à les faire de nouveau plus haut en novembre. Mais je crois qu'à l'époque, il y a une grosse partie du marché crypto qui n'a plus réussi à regagner les tops de mai 2021. Par exemple, le Bitcoin qui avait topé en mai 2021, on était venu redépasser légèrement les sommets en novembre, mais on n'avait pas vraiment réussi à les casser. Et il y a beaucoup d'assets qui avaient fait ça. Donc si jamais l'histoire se répète, ce serait voilà, entre printemps 2025 et fin d'année 2025 pour le top définitif et on aurait eu le bull market à ce moment-là. Donc ça serait la fenêtre de pump intensif de bull market, donc ça pourrait durer plusieurs mois, donc ce qui pourrait expliquer justement qu'on ait encore de la transition par la suite et que là vraiment on se mette à vraiment accélérer. Ok, tout simplement. Donc, est-ce que GLD c'est un bon prix à 49$ pour du long terme ? Oui, si le projet vous intéresse, que vous voulez en acheter, c'est un bon prix. Ok. Est-ce que c'est le moment d'acheter avec du levier? Non, on est sur une altcoin. Une altcoin, il faut savoir que ça peut retracer de 60% comme ça en un claquement de doigts du jour au lendemain. Faut pas mettre de levier ici. Si vous investissez, c'est sans levier, c'est sur le marché spot, vous gardez long terme et vous attendez déjà printemps 2024. Et si la cyclicité se répète, ça sera plutôt, je dirais perso, autour de mars à juin 2025, la fenêtre de vente. Ok. Du coup, ça sera à garder pendant 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, ok. Pour du long terme. Pour quelqu'un qui souhaite juste trader le mouvement ici jusqu'aux éventuels 70$, ça peut se faire tant que le Bitcoin est haussier. Là actuellement, il faut savoir que les altcoins ont un peu de mal, c'est Bitcoin qui déchire tout. Et il faut savoir que EGLD, quand il y aura un mouvement correctif sur Bitcoin, EGLD va très vite revenir facilement, je pense, sous les 38$. Ok, donc en gros là on peut continuer de monter. Si Bitcoin monte fort mais que EGLD monte pas très fort, qu'il a un peu de mal comme beaucoup d'altcoins, faut savoir que quand Bitcoin va finir son mouvement ici, fait un blow-off top comme ça, et c'est très probable si on continue d'avoir un momentum aussi fort et qu'on continue d'être parabolique, que ça se termine mal en gros, on sell le news pour les ETF et qu'on est vraiment un sell-off. Donc ça c'est à ce moment-là où la liquidité est au max et du coup les institutions elles en profitent pour décharger un maximum tout ce qu'elles auraient pu accumuler ici et ici. Et très généralement, c'est à ce moment-là que le marché se retourne par la suite. Les altcoins auront un retracement plus fort, probablement. Ok. Du coup, EGLD risque de faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire, en gros, voilà, s'il a du mal à monter, il va accumuler plein de creux. Et quand ça va être le gros mouvement correctif sur Bitcoin, très vite, on va avoir bam, comme ça. Faut pas s'étonner si jamais on se mange un gros mouvement correctif comme ça de 30-40% quand Bitcoin va céder sa parabole, si bien sûr ça se finit comme ça. Idéalement, le mieux, ce serait que ça se calme, ça monte tranquille, et voilà, ça se mette à nous faire un top tranquille, doucement mais sûrement. Plutôt comme ça, ce serait mieux que ça se termine en parabole et en blow-off top. Parce que si ça se termine en blow-off top, grosse accélération du BTC. Qui dit grosse accélération du BTC dit explosion de la Bitcoin dominance, ok. Dit des altcoins qui vont continuer de souffrir face au Bitcoin, donc qui vont sous-performer, qui vont en fait monter mais faiblement. Et donc quand Bitcoin va blow off top, à ce moment-là, les altcoins elles vont manger cher parce qu'elles ne sont pas montées énormément et tous les algos vont vendre le BTC mais vont aussi vendre les alts parce qu'en fait tout est corrélé au Bitcoin. Demain le Bitcoin perd 15%, les alts elles en perdent 20%. Demain le Bitcoin il prend 30%, les alts vont en prendre un peu moins. Si le Bitcoin monte beaucoup trop fort, les algos sont là pour acheter généralement quand le Bitcoin est en range.
c'est à ce moment-là que le prix des altes monte. Donc ça serait un éventuel schéma et ce serait une bonne zone d'ailleurs ici, hein, acheter en dessous les 38 pour un investisseur. Également bien sûr à surveiller la zone de rechargement ici qu'on a laissé dans ces imbalances en weekly. Là, ici, hein, ce serait une excellente zone. Donc quand le mouvement est terminé, imaginons, voilà, on va aux 70 $ ici. On localise la zone de rechargement, il y aura tous les stops en plus ici. Hop, ça serait une excellente zone pour se positionner. En plus, il y a les imbalances juste ici. Donc en gros, de 38 jusqu'à 30 $, ça serait une excellente zone pour acheter. Si le marché vient récupérer tous ces stops ici et qu'on ne part pas sur un bull market, il y a une grande chance qu'on trouve le sommet, qu'on ait trouvé le bottom ici et qu'en fait on range et qu'on fasse la transition comme ça jusqu'au bull market. Ok, donc racheter ces zones de prix sera extrêmement intéressant, je répète, entre 30 $ et 37 $. Ça, c'est vraiment quand on aura top, c'est des zones dans lesquelles on peut revenir. Et je pense que si on top, ce sera au-dessus des 70 $ si EGLD a du momentum. S'il n'a pas trop de momentum, ça pourrait juste être au-dessus là, des 55 $, récupérer les stops. Et puis si Bitcoin se retourne d'ici là, ça sera, EGLD aura peut-être de la difficulté à aller chercher les 70 $ sur ce move, mais en tout cas moi quand je vois la cassure du dernier sommet plus tous les stops qui sont accumulés, je pense qu'on peut facilement venir chercher tous les stops au-dessus des 70 $. Après encore une fois on verra bien ce que fait EGLD et ça dépendra beaucoup du Bitcoin. En tout cas cette zone, si on y revient, 30 $ à 38, elle est excellente pour pouvoir investir et recharger en EGLD si le projet vous intéresse. Et pour les objectifs long terme, alors pour EGLD, je vais passer en mensuel, voir si on a laissé de grosses zones sur le chemin. Oui, on a laissé de grosses zones sur notre chemin, donc entre 86 $ et 120 $. Donc déjà pour moi, hein, même si EGLD ne fait pas d'ATH et que c'est pas un projet qui intéresse énormément au prochain cycle, on viendra probablement entre 89 $ et 120 $. Après, je vois pas forcément d'autres zones. Je dirais également dans un rallye haussier, voilà, même si ça cherche pas de l'ATH, tous les gars qui vont shorter vont foutre leur stop ici. On ira aux 258 $ et ce serait la fenêtre de top. En gros, voilà. Si EGLD fait pas d'ATH, je pense qu'il s'arrêtera entre 250 et 300. Maintenant, si EGLD nous prépare un ATH, ici, au prochain cycle, je prends le plus bas, je prends le plus haut. Et à ce moment-là, zone de rechargement de short entre 340 et 430 $. Ok, qui est un objectif, mais surtout, moi, je vise des objectifs au-dessus des 100%. Donc, c'est ça l'ATH, c'est les objectifs de retracement au-dessus de 100%. Et à ce moment-là, ça donnera un objectif entre 867 $ et 1070 $. Et je vais essayer de vous trouver d'autres objectifs mathématiques. Si, imaginons, le bottom, il est là. Hop, et qu'on trouve un top à 70 $, imaginons, et après, on retrace. J'aurai des objectifs, je pense pas que ça va faire de l'ATH, ça. Non, ça serait des objectifs entre 304 $ et 370 $. Ce sera en gros la zone de rechargement de short. Si on échoue à faire un ATH, on voit ici qu'il y a une grosse résistance. On avait été rejeté ici une première fois, une deuxième fois ici. Et quand on avait cassé, on avait réintégré. Donc c'est un niveau assez important, les 250 également. L'objectif, c'est de prendre des profits sur la montée et aussi ça dépendra du BTC. Imaginons que EGLD est ici, le Bitcoin il est encore à 60 000 $, imaginons. Bon bah là, ça ouvre les portes à faire un ATH. Si on est monté jusqu'ici et que le Bitcoin il est déjà à 140 000 et qu'il est en train de top, bah, vous vous doutez bien que EGLD aura du mal à faire un ATH. Donc là, pour l'instant, c'est très compliqué de pouvoir savoir si on fait un ATH ou non. Ça dépendra beaucoup du BTC, ok. Et aussi de quel niveau de dominance arrivera à atteindre EGLD. Est-ce que c'est un asset qui va réussir à récupérer beaucoup de dominance ou pas? J'ai pas la dominance ici, mais je peux finir avec ça rapidement. Hop. Donc ça aussi, c'est l'impression de stablecoin. Hein. Je vous apprends ça dans la formation et on voit que depuis mi-octobre, on réimprime beaucoup de stables et donc les marchés montent parce qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre dans le marché. Alors, EGLD dominance. Je veux la source de CoinMarketCap. Hop. Vous voyez la dominance au cycle précédent de GLD, on avait réussi à atteindre au top 0,40%. Donc EGLD valait 0,40% du marché crypto à son top. Là, on est à 0,0, on a eu 0,08%. Si on n'arrive pas à reprendre également une charte haussière ici, hein, qui indique que EGLD reprend de la dominance, ça va être compliqué pour lui d'aller chercher un ATH. Le jour, il retrouve de la force contre le marché crypto. Donc ça, c'est vraiment contre le marché crypto. Hein. Bah là, vraiment, EGLD a le potentiel d'aller faire un ATH. Pourquoi? Parce que le market cap du marché crypto, il explose de cycle en cycle. On sait, il y a une chose qui est sûre, c'est que le marché crypto fasse un ATH sur sa capitalisation. Donc si EGLD fait un ATH sur sa dominance et que le marché crypto fait un ATH sur sa capitalisation, on sait que EGLD a explosé les chiffres. Par contre, si EGLD a du mal à attendre, je sais pas moi, 0,20% de dominance, pour faire un ATH, il faudra que le marché crypto ait doublé la capitalisation depuis le niveau où EGLD, depuis novembre 2021. Donc il faudrait en fait que
EGLD est 0,20% de dominance et que le marché crypto soit à 6 000 milliards de capitalisation pour qu'on ait un EGLD qui revienne à son ATH. Ok, donc c'est pour ça que c'est intéressant de regarder la force de l'asset en question contre le marché crypto au total, parce que là, c'est ce qu'on regarde quand on check la dominance. Et là, faut être honnête, et EGLD est pas très fort pour l'instant. Ok, par exemple, des assets comme, je sais pas moi, INJ, Injective, c'est un marché qui bouffe tout le marché crypto, vraiment. Si on regarde la dominance, là, il n'y a pas photo. On est passé de 0,009% de dominance à 0,09%. C'est très bien. Se trouve, on va monter à 1% de dominance. Donc ça voudrait dire vraiment que Injective devient un très très gros projet du marché. C'est réservé à l'élite, hein, les gros pourcentages, genre 1, 2, 3%. C'est réservé aux XRP, aux Ethereum, ces projets-là qui ont une grosse capitalisation. Et j'en passe, hein, au top, on peut avoir des trucs comme Cardano, etc. etc. Donc à voir si Injective réussira à faire partie de ce genre de projet-là. Bon bah du coup je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous pouvez rejoindre le VIP avec le lien en commentaire épinglé de cette vidéo et récupérer une formation gratuite également. Le VIP, pour faire simple, c'est quoi? C'est du contenu exclusif dans votre boîte mail, je vous envoie des vidéos exclusives d'analyse et des setups que je trouve intéressants. Au niveau des investissements long terme, également vous avez accès à des lives en direct qui sont faits par mon collègue où vous pouvez poser vos questions, il y répond, il vous montre ces modèles de trading, comment ça fonctionne et comment vous pouvez les appliquer. Également, il y a des trades qui sont envoyés en direct et donc ça, vous pouvez suivre les performances ici. Donc là, par exemple, on met des petits exemples dans Performance VIP, des trades qui sont partagés ici. Donc il y a de tout, il y a sur de la crypto, il y a sur les indices, il y a sur le gold, pour ceux qui touchent un petit peu à tout, il y a de tout pour tout le monde. Et pour rejoindre le VIP, comme j'ai dit, commentaire épinglé de cette vidéo, vous cliquez sur le premier lien et par la suite, deuxième lien, vous avez le tutoriel qui vous explique tout. Si jamais vous êtes plus intéressé par le VIP, pour nous rejoindre, c'est gratuit encore une fois, c'est 100% gratuit, il n'y a absolument rien à payer pour rejoindre le VIP. Tous les liens sont en commentaire épinglé de cette vidéo, ok? Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école, ça c'est comment dirais-je, c'est vraiment plus poussé, c'est vraiment de l'apprentissage plus poussé. Donc dès que vous rejoignez l'école, vous avez 19 heures de cours vidéo immédiatement, plus cours écrits, exercices, examens et quiz. Vous apprenez tout sur l'analyse technique, le fondamental, l'order flow, la psychologie des marchés, créer votre propre plan, votre propre stratégie, savoir acheter, vendre au bon moment et vous créez un mindset solide. Et vous avez accès au brief quotidien tous les jours à mes côtés où on rationalise. Je suis là pour répondre à vos questions, on analyse les marchés ensemble, on voit ce qui est possible de faire, ce qui est difficilement faisable, hein, ce qu'il faut éviter. On parle beaucoup de gestion du risque et de psychologie également. Vous posez vos questions, j'y réponds et vous avez aussi un accès 24/24/7/7 au Discord avec moi-même, les professeurs. Vous pouvez poser vos questions aux élèves avancés également, on est là pour vous aider et que vous puissiez progresser dans votre trading. En fait, on a créé une grosse communauté de gens qui se développent de plus en plus et qui peuvent aider les autres, tout simplement. Ça, le lien, il est pareil en commentaire épinglé, c'est le 4e lien, rejoindre l'école, école-tronfzco.com. Vous cliquez sur ce lien, vous allez atterrir sur cette page, vous pouvez choisir votre abonnement. 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez pour ne pas être débité le prochain mois. Sinon, abonnement de 3 mois, 120 €, 6 mois, 210 €, 1 an, 380 € au lieu de 588 € actuellement. Donc tout ça, c'est les prix TTC. Et aussi, tout est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas disponible le matin. C'est important, mais il y a le brief qui est dispo en rediffusion, les cours sont en rediffusion également, donc si vous n'êtes pas là en direct, c'est pas grave. Et il y a aussi des docs qui vous résument tout, il y a un résumé écrit des briefs, si vous n'avez pas le temps de les regarder, je vous mets toutes les choses importantes dans le résumé écrit du brief. Voilà. Du coup, bonne journée, vous avez les liens en commentaire épinglé ou en description de la vidéo. Bonne journée à tous, on se retrouve donc demain. Ciao, ciao.